Les amis, c'est incroyable ce qui va se passer parce que oui, vous ne rêvez pas, vous avez bien cliqué sur cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Je vais faire la review d'AEW Dynamite Beach Break. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit Dynamite recap. Et ça construit très bien le prochain pay-per-view qui sera AEW Double or Nothing dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mai 2025. Ça arrive très vite. Il y a beaucoup de gros événements catch au courant de ce week-end-là. Alors aussi, YouTube, si vous voulez plus de reviews d'AEW, faites-le moi savoir. La meilleure manière de me le faire savoir, c'est de faire exploser le compteur de pouces bleus. Allez, AEW Dynamite Beach Break, l'événement qui s'est tenu dans la nuit de ce mercredi 14 mai, juste à côté, je crois que c'est Rosemont dans l'Illinois. On est à Chicago. On va dire qu'on était à Chicago, un peu plus de 4500 personnes. Un truc que je voudrais tout de suite dire par rapport à ça, par rapport aux affluences de Elite Wrestling, ils savent qu'ils font pas les mêmes chiffres que WWE sur les affluences, mais j'aime bien qu'ils exploitent également des arènes très différentes, avec des aspects différents, c'est un petit peu plus aspect théâtre, etc., sans dénaturer les lieux. Tu regardes des shows WWE, t'as l'impression que t'es toujours au même endroit, alors que les lieux sont différents. Mais t'as vraiment l'impression que ils te disent on est dans un état, on est un état qui a 1000 km de là ou 10 000 km de là, et t'as l'impression de voir le même rendu. Et là j'aime bien que des fois il y ait les arènes de catch chez All Elite Wrestling qui gardent leur identité. Ça je trouve ça cool, je trouve que c'est une force en ce moment pour All Elite Wrestling. Faut continuer ce truc là, c'est très cool. Le premier match de la soirée, très intéressant sur le papier, Adam Page et Will Ospreay vont devoir faire équipe avant de s'affronter, je le rappelle, à Double or Nothing dans la finale de l'Owen Hart Cup, un match que j'attends tout particulièrement, puisque le vainqueur de ce combat ira affronter l'actuel champion AEW World, qui devrait logiquement, même s'il défend son titre ce soir dans le main event, devrait toujours être Jon Moxley, je pense, pour peut-être, je l'espère, terminer une bonne fois pour toutes le règne de terreur de Jon Moxley. Will Ospreay et Adam Page vont-ils pouvoir coexister, parce que les deux autres en face coexistent très bien sous l'égide de la Don Callis Family, c'est Josh Alexander et Konosuke Takeshita, qui vont être très effacés, j'ai trouvé, dans ce match qui va durer près de 19 minutes, qui vont être assez effacés pour laisser vivre l'histoire entre Adam Page et Will Ospreay. Un peu dommage qu'on mette Konosuke Takeshita sur ce registre-là, parce que je pense que c'est vraiment le catcheur à protéger au sein de la Dos Callis Family, tout comme le proto-star, bien évidemment, Kyle Fletcher. Et Josh Alexander, c'est vrai que son arrivée du côté de chez All Elite Wrestling, lui qui était un ancien champion TNA World, et une figure importante du catch, quoi qu'il en soit, je trouve qu'il a un peu un rôle de faire valoir. Il peut faire quand même correctement vivre son catch, correctement s'exprimer dans le ring, mais il est plus du tout dans la même position qu'il occupait à l'époque à la TNA, à savoir jouer les têtes d'affiche. C'est un registre très différent. Néanmoins, ça donne vraiment de l'excellente qualité in-ring. Alors donc c'était vraiment un bon match de catch, et je vais pas m'attarder sur beaucoup de points de ce match de catch, je vais pas vous faire un gros play-by-play, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Ce que j'ai pour ma part beaucoup aimé dans ce combat, c'est que Will Ospreay par exemple dans un premier temps refuse de faire un relais à Adam Page, alors qu'il semblait être un petit peu en difficulté. Il a dit non t'inquiète, je gère, pour mettre, tu vois, des petits détails de futures peut-être dissensions entre les deux, et une complicité qui pourtant derrière va se retrouver, parce que Adam Page, quand Will Ospreay va lui demander un relais, Adam Page, lui, il aura moins de mal d'aller faire un relais à Will Ospreay. Il y a cette guerre d'ego, elle fonctionne peut-être plus dans un sens que de l'autre, et quand tu combines en équipe, c'est plutôt très cool. Je fais une gigantesque ellipse, puisqu'en fin de match, Adam Page va s'engueuler avec Will Ospreay justement pour un tag qui a été là pour le coup volé. Et la séquence finale, comme je le dis dans le chat, était plutôt folle, elle était plutôt très intelligente. On va se retrouver dans une situation où Hangman Page va amener sa Buckshot Lariat qui va être esquivée par Josh Alexander, et le mouvement de la corde à linge d'Hangman Page va se poursuivre sur Will Ospreay qui était derrière, qui va l'esquiver à la dernière minute, créer un petit quiproquo entre les deux pour redonner un court instant l'avantage au Will, et derrière, pareil, Will Ospreay va devoir esquiver Josh Alexander, il va tenter son Hidden Blade, que Josh Alexander va esquiver, et il va s'arrêter net devant le visage d'Hangman Page, qui l'a regardé avec un air très menaçant, et kudos vraiment à l'immense plan de caméra derrière. Là pour le coup tu vois dans les codes de comment on filme bien le catch, etc., c'est très chouette, les intentions elles ont clairement été comprises, le plan est génial, le regard d'Hangman Page est fantastique, et après ça ils vont quand même réussir à s'unifier et apporter une incroyable Buckshot Lariat combinée d'une Hidden Blade sur Josh Alexander, qui en a fait décoller son casque.
Alors là, pour le coup, le casque de Josh Alexander qui vole avec l'impact des 2 moves derrière. Bravo. Et à peine le tombé réalisé, je crois, par Hangman Page, gros échange de regards entre les 2 hommes. C'est devenu un western. Vraiment très très efficace pour nous vendre encore un peu plus une affiche qu'on a, quand on est un peu dans le train de l'Elite Wrestling, très envie de voir. Affiche totalement indécise entre Will Ospreay et Hangman Page. Je suis incapable de prédire qui j'ai plus envie de voir gagner que l'autre. D'un côté, on a Will Ospreay qui incarne vraiment, tu vois, cette fraîcheur et ce catch 2.0, et Will Ospreay, on veut le voir désormais, tu vois, sur la plus haute scène, la plus haute marge, pardon, de la scène de l'Elite Wrestling. Et Hangman Page, depuis la création de la compagnie, c'est le héros. C'est clairement le héros. C'est clairement le visage. Très bon opener, on démarre directement avec du catch, on comprend tout de suite l'histoire, on comprend tout de suite les enjeux. Et on voit les mecs performer et être au summum de leur forme physique. Très très bien. Comme je l'ai dit, je regrette juste un petit peu que Josh Alexander, que Konosuke Takeshita, au final, était, j'ai trouvé, un peu effacé pour pouvoir faire vivre ce programme-là. C'était aussi un petit peu la place à avoir. Ce soir, dans le main event, Jon Moxley défend le championnat AEW World contre Samoa Joe dans un match en cage. Petit programme qui a été établi ces dernières semaines avec un Samoa Joe qui s'érige un petit peu, tu vois, avec The Ops, comme les opposants, justement, ça porte bien son nom, les opposants au Death Rider et à leur terrible dictature de l'Elite Wrestling, avec ce gros truc un petit peu historique au Spring Break 2, là, le fameux épisode qui a tant fait parler, qui était incroyable il y a, je pense, à peine de ça 3 semaines. Hâte de voir le match, et on va passer sur un programme qui n'a rien à voir, puisque c'est les Top Flights, Dante Martin et son frère Darius, accompagnés de Layla Gray, qui passe au micro un gigantesque savon à MJF, qui les avait attaqués la semaine dernière, qui les avait attaqués très très gratuitement, parce que MJF, depuis quelques semaines, il est en campagne pour intégrer le Earth Syndicate de MVP, Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Et on a eu une série de segments, j'ai trouvé, plus hilarants les uns que les autres de semaine en semaine, avec un MJF qui veut rejoindre le Earth Syndicate. C'est hilarant, mais ça ne convainc toujours pas Bobby Lashley. Bobby Lashley, lui, il veut pas de MJF. Et il a dit, nous, dans le Earth Syndicate, il faut blesser des gens pour nous rejoindre. Et c'est ce qu'a fait MJF la semaine dernière. Il a cherché à blesser les frères Martin. Et de ce fait, ils veulent se venger. Mais ils vont pas pouvoir se venger d'MJF. Ils vont affronter en 2v2 Bobby Lashley et Shelton Benjamin dans un instant. Ils sont d'ailleurs félicités pour leur hargne par 2 hommes qui sont les actuels champions par équipe de Ring of Honor, qu'on voyait plus trop sur les programmes de Dynamite. On les voit beaucoup à la Ring of Honor, bien sûr. C'est l'actuel champion et frère de Cody Rhodes, bien évidemment, Dustin Rhodes, le Natural, et son partenaire Sammy Guevara. On va de ce fait voir un petit peu plus, et programmant pour un bon programme qui se dessine pour eux, peut-être pour Double or Nothing. Ricochet arrive au ring. Alors Ricochet, lui aussi, fait beaucoup parler de lui. Il s'est totalement retrouvé avec sa gimmick de mec hyper détestable et hyper arrogant. Il est très très drôle. Ricochet, t'as pas besoin d'en faire trop des caisses, je dis toujours sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même assez rigolo. Et la semaine dernière, Ricochet, la raison pour laquelle vous le voyez arriver avec une prothèse de jambe, c'est qu'il s'en est pris à quelqu'un qu'on a bien connu dans les années 2000 du côté de WWE, à savoir le seul catcheur unijambiste au monde, monsieur Zach Gowen. Et Zach Gowen, qui avait d'abord été révélé du côté de TNA d'ailleurs, c'est toujours marrant de le rappeler, c'était Tenacious Z chez TNA avant d'être repéré et signé à la WWE pour un court programme qu'il aura avec Vince McMahon, avec Brock Lesnar. On avait vécu quand même des moments un peu étonnants avec Zach Gowen. Et Zach Gowen, il faut savoir, il a toujours été plus ou moins actif. Il a eu un passage remarqué du côté d'American Ninja Warrior. Il avait fait une belle perf. Et de ce fait, All Elite Wrestling a décidé pour rendre Ricochet encore plus irritable. Ils ont décidé de faire un court programme entre lui et Zach Gowen. J'ai trouvé quand même que le move était plutôt chouette. Et ça fait plaisir de revoir Zach Gowen. Alors après, Zach Gowen en 2025, est-ce qu'il est toujours capable de faire du Zach Gowen sur une seule jambe comme en 2005 ? Eh ben on va être vite fixé. En plus, c'est bien. Il vient, il salue les familles, salue la famille, salue les enfants. Tu vois, on met le petit côté émouvant parce que quand même, il y a un beau message d'espoir quand même derrière. C'est un peu ça le catch, tu vois, les trucs avec Zach Gowen. Moi, ça me plaît, ça me régale. Ça m'avait déjà ému il y a 20 ans, ça m'émeut toujours autant. Et Zach Gowen, début du match, il pose déjà des problèmes à Ricochet parce que il se tient un petit peu, tu vois, au sol,
façon style, tu vois, un petit peu MMA, Jiu-Jitsu, j'en sais rien, tu vois, il veut obliger Ricochet à venir au sol face à lui, donc il le déstabilise un peu, et bon, beaucoup de son catch se réussit grâce à des esquives. Ricochet, il fait bien le taf pour mettre en valent Zach Gowen, qui réussit une belle boss slide, et qui fait une belle plancha vers l'extérieur du ring, qui se redresse à un pied. La prouesse athlétique est toujours aussi fascinante de le voir faire ses trucs sur une jambe. Ricochet, il parvient à faire ses comebacks, il porte des souplesses, il est hilarant. Ricochet, à un moment, il tente une figure 4 leg lock. Voilà, mais il peut pas la faire parce que Zach Gowen n'a qu'une jambe. Ça, bon, c'est la blague, on y a tous pensé une fois dans notre vie et puis il l'a fait. Voilà, pour nous, pour se rendre encore plus détestable qu'il l'est déjà. Zach Gowen, il réussit des comebacks toujours avec des esquives. Ricochet, il fait des tout droits. Voilà, Gérard Salto devient Gérard tout droit, c'était parfait. Et justement, un Ricochet qui, plus on avance dans le match, plus un Ricochet, il se frustre. Donc il décide d'aller chercher sa fameuse paire de ciseaux, hein, qui met over depuis quelques temps, pour attaquer Zach Gowen. L'arbitre le goal, et pendant ce temps-là, Zach Gowen récupère sa prothèse, fout un grand coup de prothèse dans la gueule de Ricochet pour une grosse near fall compte de 2,99, c'était vraiment bien. Parce que belle réaction du public à ce moment-là, c'est très organique, c'est très vocal le public à ce moment-là, c'est toujours bien. Il rate son moonsault de la 3ème corde, le pauvre Zach Gowen, il se prend la grosse corde à linge de Ricochet, 1, 2, 3, ça a duré un peu plus de 7 minutes, c'était divertissant. Zach Gowen, on sait très bien, il est juste venu pour mettre en valeur Ricochet, d'ailleurs Ricochet continue de l'attaquer dans l'aftermatch, il lui met un punt, d'ailleurs. Et Mark Briscoe arrive trop tard pour faire le save, on part probablement sur un petit programme d'attente pour ces deux hommes, entre Mark Briscoe et Ricochet. Il garde toujours Ricochet très très présent à l'écran. Vraiment, même si là il est plus dans des courses au titre, Ricochet, on sent quand même qu'il capitalise bien sur lui, il n'est pas juste venu remplir des trous dans une carte. Son heel turn, c'est vraiment une bénédiction hein, pour l'Elite Wrestling, et même je pense pour lui, parce que il a jamais été plus divertissant que maintenant. Trop bien. MJF, au micro de René Paquette. J'ai trouvé ce moment très très drôle. René Paquette qui lui pose la question, comment ça se passe? Tu commences à recevoir des ultimatums hein, de la part du Hurt Syndicate, est-ce que tu veux toujours les rejoindre? Et MJF très très en confiance, notamment suite à ce qu'il a fait la semaine dernière. C'est vraiment qu'une question de temps pour que MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley m'acceptent dans le groupe. En fait, il fait part d'un gros enthousiaste, alors que de l'autre côté, on n'a pas senti véritablement, tu vois, de gros enthousiasme. Hein, même si MJF il s'était montré très très rude vis-à-vis des frères Martin, Bobby Lashley il semblait toujours pas être très très convaincu. Et René Paquette lui pose la question quand même. Elle fait, est-ce que tu t'attends quand même à ce qu'on te dise non, à ce que tu les rejoignes pas? Comment tu réagirais si au final ta proposition est rejetée? Et là, MJF il sait pas trop quoi répondre. Et arrive à ce moment-là MVP et tous les membres du Hurt Syndicate et ils disent, après notre match, MJF tu seras attendu et réclamé dans le ring. Et ils ont dit ça de manière un petit peu froide et ça a laissé MJF totalement pantois. Voilà, belle pantoiserie d'MJF. Avec une René Paquette, en plus de ça, ça m'a fait gaulerie qui lui met une petite tape dans le dos pour lui dire allez, bon courage. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'air véritablement décidés à t'accepter dans leur groupe. Et bah justement, ce match-là, on va en parler très brièvement, je vous le cache pas, hein, on va pas s'étendre, puisque le Hurt Syndicate, ils arrivent, ils blessent des gens. Le thème est tellement over, par contre, ça c'est une zinzinerie. MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, très intéressant de se faire leur utilisation du côté de l'Elite Wrestling. Je suis très content qu'on fasse revivre ce qu'on aimait bien de l'époque du Hurt Business côté WWE qui a été, malheureusement j'ai trouvé un petit peu trop saccagé. Faut pas oublier quand même que le Hurt Business chez WWE c'était pendant la période pandémique, principalement. Et qu'on a fait des splits sur des splits et des resplits avec des Bobby Lashley qui trahit des Shelton Benjamin. Personne voulait voir splitter, tout le monde les adorait. Et c'est peut-être devenu trop over pour que WWE donne véritablement un vrai jus derrière. Alors, content de voir qu'on fasse évoluer ça du côté de All Elite Wrestling, et le plan avec MJF est très très drôle. Alors, le petit match de catch, il est plutôt correct contre les frères Martins, qui vont montrer un petit peu de jus voilà, face aux vétérans, mais ça n'a pas fonctionné pour eux. Au final, Dante Martin abandonne sur la Hurt Lock de Bobby Lashley en un peu plus de 4 minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a duré exactement 4 minutes 26. Voilà, pas grand chose à retenir. L'équipe, elle se perd un petit peu des top flight, je vous cache pas. Dante Martin, je le trouve quand même plus talentueux que Darius. Je serais assez ravi de revoir Dante Martin avec plus d'opportunités en solo à l'avenir. On verra où le vent les mènera après ça. Et là, ils étaient clairement en support pour construire le programme. Et comme ça lâche pas la prise côté Bobby Lashley, il y a un Dustin Rhodes, champion par équipe Ring of Honor, et Sammy Guevara qui se pointe et qui dit
Alors c'est marrant de t'en prendre au petit, mais est-ce que tu te comporterais de la même manière avec un adulte comme moi, tu vois, un petit peu les vétérans, les égos qui se confrontent. Alors ça sent quand même très très fort le programme qui se construit là ponctuellement entre le Hurt Business et le Hurt Syndicate, pardon, et les champions par équipe Ring of Honor, peut-être dans l'idée d'unifier les titres, je sais pas. Aussi, il y a une autre équipe qui attend les champions Ring of Honor au tournant, c'est l'équipe CRU, le cru, Lion Rush et Action Andretti. Alors c'est un peu marrant parce que Lion Rush, ils ont pas une pop de fou hein, quand ils sont arrivés. Eux, ils viennent chercher Sammy Guevara et Dustin Rhodes, ils disent on va pas griller les étapes. Mais Lion Rush, il fait un petit clin d'œil à Bobby Lashley pour rappeler un petit peu leur passé commun. Bobby Lashley, il a eu un petit air pantois dans le ring en disant je le connais ce gars-là, je me souviens plus de lui. Donc le cru, ils sont rigolos, le cru. Donc confrontation, et je crois qu'ils ont annoncé un match entre les deux équipes pour peut-être collision, pour mettre les championnats par équipe de Ring of Honor en jeu, à suivre, bien évidemment. Ils sont partis à la pub, et au retour de pub, de ce fait, MVP, il a pas oublié le truc avec MJF, il a fait MJF, on t'attend. MJF, on est censé avoir un petit rendez-vous ensemble, et MJF vient pas, donc MVP, il l'envoie Shelton Benjamin, va me chercher MJF. Donc Shelton Benjamin, il part backstage, on trouve pas MJF. Si, MJF, il était caché dans la Dustin Position. On peut pas dire la Gorilla Position. Gorilla Position, ça s'appelle Gorilla Position à cause de Gorilla Monsoon, qui est un catcheur de la WWF qui est devenu commissionnaire derrière. Et on a appelé la Gorilla Position en hommage à Gorilla Monsoon après son décès. Quand All Elite Wrestling a eu sa propre Gorilla Position, ils l'ont appelé la Dusty Position. Pardon, j'ai pas dit la Dustin, la Dusty Position, en hommage à Dusty Rhodes, le père de Cody Rhodes, bien évidemment. Et Tony Khan, en fait, ça l'amuse, il fait la balance, il fait, mais il est là, il est caché derrière moi. Ok. Donc, ils ont été chercher MJF par la peau du cul. Très très drôle MJF, toujours un incroyable acteur. Il en fait des caisses, mais ça me régale toujours autant. Il est conduit au ring, il baisse la tête, il est pas bien, il est très inconfortable parce que il se doute que quelque part, il y a peut-être un sale truc qui l'attend. Et là, en fait, MVP, Shelton Benjamin, ça, c'est pas trop une surprise. Eux, ils sont favorables, en tout cas, ils jouent les mecs favorables à accepter MJF au sein du Hurt Syndicate. L'homme avec qui ça coince le plus, c'est Bobby Lashley. Et Bobby Lashley, il a été un peu drôle parce que il a été chercher MJF par le col. Il lui a dit, t'inquiète pas, je vais donner ma décision, je vais lever le poing. Soit le pouce, il va être vers le bas, on sait, il sera pas pris. Soit il va être vers le haut, on t'accepte avec nous. MJF pas du tout confortable et surtout un Shelton Benjamin qui est incroyable en arrière-plan en train d'armer son super kick. C'était beaucoup trop bien. Tout le public sentait l'immense pression sur un Bobby Lashley qui a vraiment joué avec son pouce. Et vraiment, moi, jusqu'au dernier moment, je m'attendais à ce que ça soit baissé sur le bas et que, ou même ça soit levé et que Shelton Benjamin défonce MJF derrière. Eh bien, pas du tout. Bobby Lashley est convaincu. MJF n'en revient pas. Et MJF intégrera donc officiellement la semaine prochaine le Hurt Syndicate. Et il vit ça comme un mec qui a gagné la Coupe du Monde. C'était trop drôle. Au vu de tout ce qu'ils nous ont construit de semaine en semaine, avec tous les petits trucs qu'a fait MJF pour essayer de bien se faire voir auprès du clan. Vas-y, tu vois cette voiture, je peux te la filer. Bah, tu me la files quand même. Bon, je fais pas partie du clan, mais vas-y, tu peux la garder. C'est tout. C'était vraiment un très très chouette suspense qui a été créé. Je me suis jamais lassé de ces programmes. Il célèbre dans tous les sens. MVP lui lève le bras. Il va poser avec des fans au premier rang. C'est le plus beau jour de sa vie. Et MVP révèle de ce fait qu'il y aura une officialisation la semaine prochaine de l'arrivée de MJF au sein du Hurt Syndicate. Ce qui me fascine le plus avec ce programme, c'est qu'on sait pas où ils veulent aller. En fait, il y a vraiment cette idée de ensemble on peut être plus fort. Vous êtes là pour faire du business. J'aime faire du business, dit MJF. Ensemble, on peut aller plus loin, on peut aller très très drôle. Je retrouve un peu le MJF qu'on avait perdu ces quelques derniers mois. Hein. Plutôt chouette. Timeless Tony Storm fait son arrivée la première au ring. On va avoir un four-way Eliminator match, World Title Eliminator match. C'est-à-dire que celle qui gagnera ce four-way où la championne est impliquée aura une opportunité d'affronter la championne. Voilà. Elle fait ça depuis quelques semaines, Tony Storm, juste pour faire vivre la compétition et la quête de son titre en attendant qu'une challengeuse soit révélée à l'issue de l'Owen Hart Cup Tournament qui, je le rappelle, verra s'affronter en finale Mercedes Moné et Jamie Hayter. Ça, j'ai particulièrement hâte aussi, c'est dans les affiches un peu où je suis très très indécis hein, sur qui va remporter le match. Parmi les catcheuses invitées de ce fait à l'affronter, il y a Azumi. Azumi
qu'ils ont présenté avec un visuel du clan Queen Quest. J'ai fait quoi? Le Titan Throne qu'ils ont utilisé pour Azumi, il y a le gros sigle Queen Quest qui apparaît. Donc là, les puristes Stardom ont eu le poil qui se hérisse parce que les Queen Quest c'est terminé. On a beaucoup pleuré quand le clan est décédé. Elle a les Neo Genesis aujourd'hui. Bon, ils ont oublié de le changer. Et Azumi, c'est surtout la nouvelle championne NJPW Strong. Elle a pris le titre à Mercedes Moné à l'issue d'un three-way avec Mina Shirakawa et Mercedes Moné. Elle n'a pas fait le pin sur Mercedes Moné parce que vous vous doutez bien qu'on va protéger Mercedes Moné. Et ça me fait plaisir de la voir un petit peu du côté de All Elite Wrestling. Excellente catcheuse, bien évidemment, que le monde entier doit découvrir. Mina Shirakawa, qui elle est plus véritablement Stardom désormais, elle est plus All Elite Wrestling. On l'a beaucoup vu depuis son arrivée définitive aux États-Unis du côté de Ring of Honor. Elle a cette opportunité de se réhisser dans les courses au titre du côté du main roster. Et ils ont mis un autre thème d'entrée. Ah bah, nouveau thème d'entrée pour Mina Shirakawa qui n'a pas eu la meilleure des réceptions en ligne. Et j'y reviendrai sur son thème d'entrée. J'y reviendrai tout à l'heure parce que, bah, très sincèrement, Densa Koturo, c'était... bah, moi, je vois Mina Shirakawa, premier truc auquel je pense, c'est Densa Koturo. Évidemment, évidemment. Ah bah là, là. Tu vois, la version instru, évidemment... Et la dernière participante, native de Chicago, en plus elle est chez elle. Premier combat en 10 mois après sa longue convalescence, c'est Sky Blue. Il y a des regards qui ne trompent pas. Le petit regard en coin qu'elle fait à la caméra, tu sens que la petite elle est émue. Elle est émue de faire son retour. Elle qui a une petite fierté du côté de chez All Elite Wrestling, une petite pépite qu'ils ont trouvée là. Qui a un bon petit soutien populaire en plus de ça. Ravie de faire son retour Sky Blue. Qui a aussi cette opportunité de concourir. Eh bien, j'étais ravi de voir Sky Blue à cet endroit-là. Par contre, Sky Blue, on va devoir attendre longtemps avant de la voir un petit peu en action, parce que ça a beaucoup se régler entre des Mina, des Azumi, des Toni Storm qui fait un petit peu de balance. Sky Blue, elle se fait beaucoup oublier sur le début de match. Évidemment, je n'ai pas pris ce screen par hasard, puisque ça fait 2 semaines consécutives qu'on a pendant les matchs féminins cette petite araignée rouge qui descend de son fil pour aller se cacher quelque part. Cette araignée, bien évidemment, on va pas se mentir, elle nous annonce l'arrivée prochaine de Tekla, la Toxic Spider, la catcheuse autrichienne en provenance de Stardom au Japon, qui s'est installée aux États-Unis. Tekla, si c'est pas elle, je comprends pas. Voilà, donc Tekla, pas de WWE pour Tekla, pas de réunion, pas de Donna Del Mundo réunion avec Julia. Elle va faire grimper sa cote, je pense, du côté de All Elite Wrestling. Elle a bien raison de faire ça pour la suite de sa carrière. Une catcheuse que j'adore. Donc ça y est, Sky Blue, elle s'illustre un peu après vraiment quelques minutes de match. Il va falloir un petit peu attendre. Elle fait un petit dive vers l'extérieur. J'ai pas trouvé le match incroyable non plus. Il y a des belles petites combinaisons, voilà, de ci, de là. Il y a la volonté de présenter des styles de catch un petit peu différents. C'était pas la Toni Storm la plus inspirée dans un four-way, mais ça reste très très correct. Il y a eu toute cette séquence que j'ai beaucoup aimée qui était pendant la coupure publicitaire où à tour de rôle, tout le monde va se porter des souplesses arrière, c'est plutôt cool. Et c'est vraiment Mina Shirakawa, j'ai trouvé, qui s'est le plus illustré. La fin de match, Sky Blue, après avoir porté un super kick à je sais plus qui, ça sera son chant du cygne, parce que derrière, elle se prend un Canadian Destroyer de la part de Azumi. Et j'étais un peu déçu de ce fait qu'on n'ait pas fait plus briller Sky Blue que ça, notamment sur la fin de combat, alors qu'elle était originaire de la région, et qu'elle était très attendue pour son retour. Il y a eu Azumi bloqué dans le Storm Zero de Toni Storm, et ça s'est réglé entre Toni Storm et Mina Shirakawa à la fin. Toni Storm, elle a porté son small package qui a été renversé par Mina Shirakawa, qui a battu de ce fait la championne 1-2-3 après un small package. Et quelque part, j'étais content de voir que Toni Storm, vu qu'on se doutait qu'elle n'allait pas le gagner ce match-là pour qu'elle ait une adversaire à Double or Nothing, j'étais content que ça soit elle qui prenne le pin. Comme ça, derrière, ça protège en quelque sorte la nouvelle championne Azumi, qui est souvent destinée, celle qui va se prendre l'épine dans ces cas-là, donc tant mieux que ça soit pas elle. Sky Blue, de ce fait, ça la protège un petit peu. Belle roll-up zone, alors attention, une roll-up zone qui raconte quelque chose, parce que c'est une des manœuvres de prédilection de Toni Storm. Cette fois-ci, elle a été contrée. Et Mina Shirakawa, Toni Storm, qui vont de ce fait de se confronter post-match. Toni Storm reconnaît sa défaite. Et visuel d'annonce, les graphistes ont travaillé très très vite. Le match est programmé pour Double or Nothing, Mina Shirakawa contre Toni Storm. Pas un gros suspense, je pense que Toni Storm va remporter le match. Est-ce que Mariamé va se mêler de cette affiche de près ou de loin? J'en sais rien, parce que Mariamé, officiellement, qui a une longue histoire avec Toni Storm et Mina Shirakawa, elle est toujours du côté de All Elite Wrestling, même si là, c'est la bidding war pour s'obtenir les services de Mariamé qui arrivent en fin de contrat. D'ailleurs, parlons de contrat, Willow Nightingale, c'est officiel, a re-signé chez All Elite Wrestling, et de ce fait,
Bah pas de rêve pour ma part de la voir à la WWE. Willow Nightingale, c'est une des catcheuses de Elite Wrestling que j'adorerais voir du côté de WWE. Et finalement, je suis très content également qu'elle reste du côté de Elite Wrestling parce qu'elle est une sacrée star également là-bas. Azumi, elle est escortée backstage et Mercedes Moné Sradin, elle attaque Azumi parce qu'elle lui a pris le championnat NJPW Strong. Et Mercedes Moné, elle commet une erreur parce qu'elle a totalement oublié que Jamie Hayter est également dans les parages et elle vient attaquer Mercedes Moné. On a envoyé de la sécurité pour séparer tout le monde. Voilà, pas grand chose à rajouter, c'était un petit aftermatch, histoire de faire un petit aftermatch, mais de ce fait, Sky Blue, on a tous oublié qu'elle était dans le match. Hommage rendu à la légende Sabu, bien évidemment, malheureusement décédé en début de semaine. Sabu qui avait fait un petit passage du côté de l'Elite Wrestling dans le programme qui avait opposé, un programme qu'on a tous cherché à oublier. Chris Jericho et Adam Cole, c'était pas ouf, hein, c'était pas incroyable. Sabu, il était dans les parages, je crois qu'il était special enforcer de ce match, un truc du genre. Il avait fait une petite dinguerie avec des tables. C'est Taz à qui on va confier des mots pour Sabu, qui a été un gros rival de Sabu. Taz, il était très ému, il a failli me faire chialer. Et a dit que Sabu, c'était la définition de l'aura, avant même qu'on parle d'aura dans le catch. Voilà. Il a vendu Sabu avec des mots incroyables, et tu sentais qu'il était particulièrement touché par tout ce qui s'est dit. Tout le monde a levé le doigt derrière lui, pas pour le chef tribal bien évidemment, pour Sabu. Merci pour ces gentils mots, de ces beaux mots prononcés par Taz, qui était peut-être l'une des meilleures personnes pour prendre la parole cette semaine pour parler de l'un de ses rivals historiques. C'est très chouette, très très cool. Backstage, MVP, il chope MJF, et MJF, avant la signature de contrat pour officialiser son arrivée dans le Hurt Syndicate, il voudrait présenter à MVP son avocat, à qui il devra faire lire le contrat. MVP, il est dégoûté de voir que MJF, il a prévu un avocat qui est Mark Sterling. Le retour de Mark Sterling, incroyable. Il fait, comment ça? Et MJF, il fait, bah c'est normal. On va passer un contrat. Toi, quand tu prends un contrat, que tu veux que les choses soient carrées, toi aussi tu fais appel à un avocat, etc. Et il finit par accepter MVP, mais là, je me suis dit, MJF, qui a fait un petit peu le nigo pour se faire admettre dans le Hurt Syndicate, ils l'ont peut-être pris pour un idiot, mais il avait peut-être une vraie idée derrière la tête. Et ça, je suis très curieux de savoir où ils vont aller avec ça, parce que même s'ils sont ressortis, ok, on s'est serré la main entre MVP et MJF, je pense que MVP, il se doutait pas qu'MJF, il était si malin. Et là, ça me hype encore un peu plus pour la suite. Oh la vache, je pense que MJF va nous régaler avec ça. Segment dans le ring, on a le commentateur Nigel McGuinness qui s'est retrouvé impliqué physiquement la semaine dernière, il me semble, dans l'épisode de Collision, si je dis pas de bêtises, avec les membres du clan FTR. Ça fait quelque temps que ça se tourne un petit peu autour, de ce fait, Daniel Garcia qui était impliqué dans le match où Nigel McGuinness s'est impliqué, a perdu la rencontre, et de ce fait, Nigel McGuinness voulait s'excuser auprès de Daniel Garcia d'être intervenu dans le match. Et Daniel Garcia va pas se priver pour arriver, il va dire, écoute, toi et moi on a un gros problème avec FTR, parce qu'ils ont buté aussi Adam Copeland, Sexton Castle si vous préférez, et par contre j'ai un problème, lui dit Daniel Garcia, c'est que t'aies besoin de t'excuser pour ce que t'as fait. Parce qu'en réalité, on m'aurait parlé comme ça, j'aurais agi exactement de la même manière. Et en fait, on comprend que Daniel Garcia, il est en train d'appliquer une espèce de discours de motivation pour dire à Nigel McGuinness, toi et moi, on devrait s'associer pour aller botter le cul de FTR. Et là, je fais, bien évidemment, l'idée est géniale. Allez-y, faites-le. Alors Daniel Garcia, il essaye vraiment de bien faire vivre sa promo, mais je sens qu'il a plus non plus un gros feu fédérateur derrière lui auprès du public. Par contre, les gens sont très très chauds à l'idée de voir Nigel McGuinness s'impliquer encore un peu plus. Et FTR n'est pas là pour répondre à ça, et c'est leur nouveau manager depuis quelques semaines. Depuis qu'ils ont tourné sur Adam Copeland, ils sont désormais représentés par Stokely Hathaway. Pour une fois, Stokely Hathaway, il n'a pas un gimmick de manager comique. Il est plutôt sérieux là ces dernières semaines, et je trouve que c'est un bel effort qui est fait pour essayer de changer un petit peu la vision qu'on a de lui. Et il est très très cru dans ses mots. Notamment, il va balancer un sale truc sur Nigel McGuinness en lui disant tu vas pas te cacher derrière un défi comme, je sais pas, comme tu t'es caché derrière ton hépatite à l'époque. C'est à cause de son hépatite notamment qu'il avait dû arrêter le catch. Il y a, tu vois, le terrain, il est travaillé justement pour essayer d'appuyer ce petit one-shot avec Nigel McGuinness. Qui pour l'instant, pour toutes les sorties qu'il a fait in-ring depuis son retour actif chez Elite Wrestling pour quelques matchs, ça a toujours été particulièrement cool. Ça a toujours été bien.
Donc Daniel Garcia, il profite de ça évidemment pour motiver encore un peu plus Nigel. On va pas rester là les bras croisés à rien foutre. Ils étaient prêts à démarrer Stokely Hathaway. Et FTR sont arrivés de nulle part pour les attaquer. Il y a une grosse bagarre. FTR, on l'avait dit, ils sont pas là, ils sont pas là. Bien sûr qu'ils sont là. Ils ont le hit colossal aujourd'hui. Scott Dawson et Dash Wilder, ça marche du feu de Dieu. Et bah, c'est Matt Menard qui est venu faire le save. Matt Menard, le pote de Daniel Garcia. Bah, Matt Menard, il vient faire le save. Bon, c'est un peu con parce que de ce fait, ça a limite présenté Matt Menard comme quelqu'un de très très fort dans l'idée. Mais j'aurais préféré que Nigel et Daniel Garcia réussissent à se débarrasser de FTR eux-mêmes sans impliquer Matt Menard. Bon, de ce fait, FTR en retraite. Et je sais pas s'ils vont nous programmer un match entre les deux équipes pour Double or Nothing ou peut-être un collision. Est-ce que ça mérite vraiment une place en pay-per-view? Je sais pas trop. Mais intéressant d'occuper le terrain avec FTR de la sorte, surtout que là, je m'attends très très fort à un truc. Au vu du début de leur turn sur Cop, sur Adam Copeland, et de la direction qu'ils essayent de donner à la relation entre Nick Wayne et Christian Cage, ça sent quand même le chant du cygne là pour Adam Copeland et Christian Cage de refaire un match en équipe ensemble, de voir Christian peut-être retourner face pour affronter FTR et boucler la boucle. Je sens qu'on y arrive. On est en train de semer des graines pour tout ça. À Collision, il y aura un tribute à Steve Mongo McMichael. Alors, je suis ravi. Parce que là, on a parlé beaucoup du décès de Sabu cette dernière semaine. Mais il y a quelques semaines, on a également perdu Mongo McMichael, qui était un footballeur américain qui a joué pour l'équipe des Chicago Bears. Donc en plus, ils sont à Chicago pour faire le tribute, c'est très très cool. Et Mongo McMichael, qui est devenu aussi catcheur dans les années 90 du côté de WCW, une figure importante de WCW, ancien champion des États-Unis notamment, qui a jamais été un incroyable catcheur, hein, mais ça a toujours été un petit peu une figure, voilà, des crossovers entre le monde du sport et le monde du catch. Mongo McMichael, et ben c'est plutôt chouette de voir que All Elite Wrestling, ils ont tenu faire un petit hommage à Mongo McMichael. Hâte de voir ça. J'ai bien aimé le fait qu'ils ont refait des petits visuels là comme ça pour annoncer qu'est-ce qu'il va y avoir à Collision, tout ça. Voilà, il y aura Kyle Fletcher contre Air Fox. Bon, beau petit match sur le papier, on sait déjà qui va gagner, ça va être pour Kyle Fletcher. Mais hâte de voir quand même l'action dans le ring, ça va être cool. Anna Jay, qui est actuellement au programme avec Megan Bayne. Megan Bayne qui doit se reconstruire pour se réhisser dans la course au titre, bien évidemment, après son échec contre Toni Storm. On se doute que ça sera pour Megan Bayne. Anna Jay, elle qui est accompagnée de Harley Cameron. Blake Christian contre Speedball Bailey. Bon, on occupe Speedball Bailey parce qu'il a un petit peu sorti des gros programmes actuellement pour voilà, peut-être aller chercher des opportunités en solo. Ça, je lui souhaite également. Match plutôt intéressant sur le papier. Bailey devrait gagner, bien évidemment. Contenders match, non pas pour les championnats Ring of Honor, mais pour les championnats AEW Tag, entre Sammy Guevara et Dustin Rhodes contre le Cru. Bah, ça va être pour Sammy Guevara et Dustin Rhodes, c'est eux les babyface dans l'affaire. Le Cru, ils vont pas aller affronter leur business. Ça va être mal barré. Et il y a un Chicago Street Fight avec Brian Kiss et Big Bill qui sont un peu en train de s'affirmer en tant que babyface contre les Gates of Agony. Et je suis toujours très content de voir Toa Linoa et Cone en action. Ils sont vraiment pas de mauvais catcheurs, mais c'est pas pour eux. Big Bill, on travaille la grosse popularité. John Moxley contre Samoa Joe dans un instant, match en cage. On est parti pour ce main event. Samoa Joe, très bon record de victoire en 2025. Toujours un incroyable feu du public dès lors que Samoa Joe est quelque part. Ça gueule Joe dans tous les sens, c'est totalement fou. Il est le tiers des champions trio. John Moxley, le dictateur, qui arrive avec Marina Shafir, la mallette, qui détient la ceinture comme d'habitude. On n'a toujours pas vu la ceinture, on sait pas à quoi elle ressemble. Le match en cage, en lui-même, c'est une bagarre. Voilà. Ni plus ni moins, une bagarre entre des vétérans, une bagarre qui a amené pas mal de points de réflexion d'ailleurs. Tiens, je vais aller tout de suite là-dessus. Alors, avant d'aller sur le gros point de réflexion, qui a dérangé beaucoup de fans, parce que de ce fait, je vais devoir faire un peu mon rapport Michel Beaujolais sur le coup. Évidemment, Claudio, Wheeler Yuta, ils sont arrivés aux abords du ring pour un petit peu observer tout ce qui se passait. De l'autre côté, ça va, il y a Powerhouse Hobbs et Willow Nightingale qui sont venus en backup au cas où pour Samoa Joe. Il y a eu beaucoup de prises de soumission qui ont été portées dans ce match. John Moxley a saigné. Bon, ils l'ont frotté contre la cage, donc John Moxley, ça faisait longtemps, il n'avait pas saigné, bon voilà, il a saigné. Il y a eu des rope breaks dans ce match, et je sais que ça a gêné beaucoup de gens. Il y a même eu des chants Ref You Suck, ou voilà, il y a eu des chants même contre l'arbitre d'avoir cassé des prises sur des rope breaks. Alors dans un match en cage, notamment chez All Elite Wrestling, où je le rappelle, il n'y a pas de disqualification certes, mais
il n'y a pas de victoire en s'échappant de la cage. Il y a une règle par contre qui est importante. Le tombé ou la soumission doit se faire au centre du ring. Le centre du ring, il est toujours délimité par les cordes. Donc si un catcheur vient à poser la main sur la corde, l'arbitre n'est pas dans l'obligation d'exiger à ce qu'on casse la prise. Par contre, ça rend la prise de soumission invalide. Et j'ai bien observé ce que faisait l'arbitre quand il y a eu des rope breaks. Il n'a jamais compté, il n'a jamais averti les catcheurs de casser la prise. Il a juste signalé aux catcheurs que la soumission devenait invalide. On l'a pas vu compter 1, 2, 3, 4 quand un catcheur était dans la corde. Pour moi, les arbitres ont bien fait leur travail. Je prends la défense arbitrale pour le coup, et je ne suis pas choqué qu'il y ait de ce fait des tentatives de soumission avortées parce qu'un catcheur attrape les cordes. C'est un peu une règle à la con qui embrouille plus les gens qu'autre chose. Tant qu'à faire, faites pas de prise de soumission. Bon, après, c'est un petit peu dans leur style à Jon Moxley et à Samoa Joe de faire des prises de soumission, bien sûr. En fin de match, quand Samoa Joe il commence à devenir de plus en plus menaçant et de plus en plus impactant, on a des tentatives d'intervention, notamment de Claudio Castagnoli. Samoa Joe il balance Jon Moxley contre la cage. Claudio Castagnoli il tombe sur Willow Nightingale, la pauvre. Powerhouse Hobbs il arrive à se débarrasser à l'extérieur du ring de Wheeler Yuta. Et là, attention détournée pour Samoa Joe, il ne voit pas qu'un membre du Capuche Club, un type en capuche, arrive et introduit la mallette dans la petite ouverture des deux pans de la cage qui sont pas totalement collés. Il introduit la mallette, il affile à Jon Moxley. Comme j'ai dit, il n'y a pas de disqualification. Moxley, il met un grand coup de mallette dans la gueule de Samoa Joe, il gagne le match 1-2-3. Finish qui peut paraître un petit peu bullshit. Mais qui est cet homme en capuche? L'homme en capuche, c'est le Pierre Luck sur TikTok. Pas du tout. C'est Gabe Kidd. Oh, Gabe Kidd de New Japan. Gabe Kidd du Bullet Club War Dogs. Alors, il s'est passé un truc du côté de New Japan lors de leur dernier show aux États-Unis. En plus de la victoire d'Azumi qui est devenue la nouvelle championne NJPW Strong, les War Dogs, ils ont affronté une ancienne version du Bullet Club, à savoir les Bucks qui faisaient équipe avec Karl Anderson et Luke Gallows. Les vétérans ont gagné, les War Dogs se sont inclinés. Il y a eu un signe de respect à la fin, plus ou moins pas trop assumé, mais Gabe Kidd, qu'on a déjà vu apparaître quelques fois du côté d'All Elite Wrestling récemment, eh bien il vient en backup. Grâce, on l'a compris, à l'aide des Bucks, il vient en backup pour les Death Riders. Et les Bucks se sont pointés à la fin pour saluer Jon Moxley, pour sceller encore un petit peu plus cette alliance entre l'élite et les Death Riders, qui en fait, en plus de ça, viennent leur apporter un allié de poids et de taille en la personne de Gabe Kidd. Je me dis, ok, pas mal. Cohérence, bon, Gabe Kidd, dans notre esprit, c'est un peu un gigantesque babyface, aujourd'hui fédérateur du côté de New Japan Pro Wrestling. Je l'adore dans ce rôle-là. Jouer les heels aux États-Unis, bon, ça peut fonctionner étant donné qu'il est un petit peu anti-grosse structure américaine. Et que le combat des Dash Riders, il est un petit peu anti-All Elite Wrestling lui aussi. Vlad Soradin, Kenny Omega, pour aller faire face à 4 mecs, évidemment, on arrive à en taper un ou deux à l'extérieur du ring, mais après il y a Kazuchika Okada qui arrive de nulle part, qui lui met une grosse baigne dans le bide. Il est bien content Okada. Et là en fait, les méchants ils en profitent, ils disent, bah étant donné qu'on peut rebaisser la cage, on va rebaisser la cage, on va foutre Kenny Omega dans le ring, on va lui casser la gueule à l'intérieur de la cage. Et on va continuer de casser la gueule de Samoa Joe également au passage, pourquoi pas. Et de Will Hobbs, je sais pas où il est Will Hobbs. Il est peut-être resté à l'extérieur, j'en sais rien. Énorme DDT d'ailleurs, il s'est mangé un énorme DDT, le pauvre Kenny Omega de la part de Jon Moxley. On attend Zoro. Zoro, c'est Swerve Strickland qui arrive, qui monte sur la cage, qui fait un gros dive sur tout le monde. Pas un joli dive, il fait juste un dive, il se laisse tomber du haut de la cage. Après c'est haut, hein, tu me diras. Hop, Swerve il saute, et les heels battent en retraite. Ils décident de rouvrir la carte et de se sauver. Parce que Swerve Strickland à 5 contre 1, ils peuvent peut-être pas le maîtriser. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu étrange dans l'écriture. Et Swerve, dressé en rempart, il va faire un gros discours en disant Jon Moxley, les Bucks, les Death Riders, l'Elite et Gabe Kidd là. On en a marre. On fait Anarchy in the Arena. Voilà. On fait Anarchy in the Arena à Double or Nothing. On sait pas qui va composer les équipes. Aucune idée. Parce que même là, en termes d'équilibre, je crois qu'ils sont beaucoup plus du côté des heels avec Gabe Kidd en plus. Je crois qu'ils sont plus. Il y a les Bucks, ils sont 2. Il y a Okada, ça fait 3. Il y a Wheeler Yuta, Castagnoli. Il y a trop de gens. Moxley. Et en face, il y a Swerve. Il y a Joe. Il y a Hobbs. Il y a Willow Nightingale, j'en sais rien. Il y a Kenny Omega. Je sais pas comment ils vont se démerder. On verra bien. Ça, c'était étonnant, mais j'ai très envie de voir un Anarchy in the Arena avec tout ce beau monde. Il n'y a pas Pac. Non, il n'y a pas Pac qui est blessé. Pac, il est blessé. Pas qu'il est out. Ou qu'il est out. Les deux sont out.
Peut-être Shibata. Après, est-ce que Shibata il veut faire un Anarchy in the Arena? J'en sais rien. Et c'est la fin du show. C'est la fin de Beach Break. 2 heures de programme, plutôt bien passé. J'ai vu là, il y a les audiences, je les ai partagées. Un petit peu moins de 700 000 téléspectateurs. Ils restent dans leur moyenne actuelle, la moyenne de 2025. Bon, c'est vrai qu'on peut toujours aller dire ils sont pas au million, ils sont pas à ce tarif-là, ils sont pas à ces trucs-là. Ils continuent de faire leur truc, d'avoir leur vision. Les chaînes sont contentes. Il y a des alternatives proposées aux produits actuels. Ça me va très bien. Il y a la curiosité de voir aussi un autre catch. Il y a la curiosité de voir aussi des stars d'autres circuits, les intégrer pour des programmes en renfort ou autre. Ça se passe plutôt cool. Et très très hâte de voir Double or Nothing, qui devrait être très très cool. Ça va être long comme d'habitude, il va y avoir 10 matchs, j'en aurai marre à la fin. Mais toujours aussi hypé, toujours aussi intrigué par ce qui se passera. Voilà, c'en est tout pour moi. C'en est toute cette review où j'ai pris mon temps encore une fois pour parler de Dynamite. Je prends toujours un peu mon temps. Let's fucking go! Et restez forts bien évidemment nos chers amis de YouTube. Et dites-le nous si vous voulez plus de reviews de Dynamite. Celle-ci je l'ai faite vraiment avec plaisir. Bon week-end! On se voit au Geek Days! On se voit au Geek Days à Lille.